verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Un autre regard, où l'invisible, le mystère et l'insolite sont toujours, j'espère, au rendez-vous. Aujourd'hui, nous vous emmenons explorer 3 univers fascinants et interconnectés, où les limites de la science, de l'esprit et du mythe se brouillent. Dans la première partie, nous plongerons dans les mystères de l'alchimie, cet art ancien qui mêle science, philosophie et quête spirituelle. Entre la recherche de la pierre philosophale et l'élixir d'immortalité, l'alchimie nous raconte l'histoire d'une humanité en quête de perfection et de transcendance. Nous poursuivrons avec les pouvoirs de l'esprit, ces capacités inexpliquées que l'humain semble parfois posséder. Télépathie, télékinésie, intuition hors du commun, science méconnue ou simple illusion, nous explorerons ensemble ces phénomènes qui continuent de fasciner et de diviser les chercheurs. Enfin, nous terminerons avec un détour par les profondeurs des forêts et les hauteurs des montagnes, à la recherche des cryptides simiesques les plus célèbres, du légendaire Bigfoot en Amérique au mystérieux Yeti de l'Himalaya, en passant par l'énigmatique Almasty des steppes, et d'autres bien sûr. Ces créatures nous poussent à nous demander si certaines légendes étaient fondées sur une part de vérité. Un mélange donc de mysticisme, de curiosité et de frissons vous attend dans cette 10e émission d'Un autre regard sur Radio G. Parlons maintenant alchimie. C'est parti. Alors l'alchimie est une discipline universelle qui traverse les époques et les cultures. Elle est à la fois une science primitive, une philosophie spirituelle et un art mystérieux qui fascine encore aujourd'hui. Derrière ces promesses de transmuter les métaux vils en or ou de découvrir l'élixir de vie éternelle, l'alchimie cache en réalité une quête plus profonde, celle de la connaissance ultime de l'univers et de soi-même. Parlons un peu de ses origines. Alors c'est une quête qui est millénaire. L'alchimie n'est pas née d'une seule civilisation. Elle s'est développée simultanément et indépendamment dans plusieurs régions du monde, témoignant des préoccupations communes à l'humanité. Déjà, du temps de l'Égypte ancienne, on observe que l'alchimie est étroitement liée à la religion et au culte des morts. Les Égyptiens considèrent que les métaux sont vivants et peuvent donc évoluer comme les êtres humains vers un état de perfection. Hermès Trismégiste, figure mythique associée au dieu Thoth, est considéré comme le père de l'alchimie. Ses écrits, notamment la table d'émeraude, sont les premières descriptions d'un système alchimique. En Grèce antique, les philosophes grecs, tels qu'Amphétocle ou Aristote, introduisent la théorie des 4 éléments, terre, eau, air, feu, qui devient une base fondamentale de l'alchimie. La pensée grecque influence profondément l'alchimie en la reliant à des concepts métaphysiques comme l'âme du monde et la quête de l'harmonie universelle. Ensuite, entre le 8e et le 10e siècle, les savants arabes, comme Jabir ibn Hayyan, qu'on appelle Geber, compilent et enregistrent les textes grecs et égyptiens. Ils introduisent des méthodes expérimentales faisant de l'alchimie une proto-science. Le vocabulaire alchimique moderne comme élixir ou alambic trouve ses racines dans cette période. Tard, on passe à l'alchimie à l'époque médiévale. Donc l'Europe médiévale voit l'alchimie, elle, comme ayant une tournure ésotérique. Nicolas Flamel, Albert le Grand et Roger Bacon sont parmi les figures emblématiques de cette époque. L'alchimie se mêle aux doctrines chrétiennes et à la quête de la pierre philosophale et devient une métaphore du salut de l'âme. Un peu plus tard, à la Renaissance et l'époque moderne, avec l'émergence de la chimie moderne au XVIIe siècle, l'alchimie perd son statut de science crédible. Cependant, elle reste vivante à travers des mouvements mystiques comme la franc-maçonnerie ou l'hermétisme. Mais l'alchimie, c'est également un genre de chemin spirituel, une transformation personnelle. Loin de se limiter à des expériences matérielles visant à transmuter simplement le plomb en or, l'alchimie est avant tout une quête intérieure. Derrière des procédés chimiques décrits dans les textes, se cache une symbolique profonde. Je vous propose de voir ça un peu plus près.
Cette dimension spirituelle constitue vraiment le cœur de l'alchimie et en fait une discipline qui est universelle et intemporelle. Alors, la philosophie de la transformation intérieure, l'un des fondamentaux de l'alchimie spirituelle, est que la transformation extérieure, comme la transmutation des métaux en or, est le miroir d'un processus intérieur. L'adepte ou l'alchimiste cherche à se purifier, à s'élever spirituellement et à atteindre un état de perfection et d'harmonie, souvent représenté par la teinte de la pierre philosophale. Alors, la pierre philosophale, c'est un symbole de l'éveil. Elle est souvent décrite comme l'ultime but de l'alchimiste. C'est une métaphore de l'accomplissement spirituel. Elle symbolise l'état parfait où l'âme humaine s'unit au divin, transcendant les dualités du monde matériel. Alors, en alchimie, il y a 3 principes. Le mercure, le soufre et le sel sont des principes fondamentaux. Mais ils ne désignent pas uniquement des substances chimiques, ils incarnent également les 3 aspects de l'être humain. Le mercure représentant l'esprit, un fluide et adaptable. Le soufre, incarnant l'âme, associée au feu intérieur et à la volonté. Le sel, correspondant au corps, la structure matérielle et tangible. La quête alchimique consiste alors à harmoniser ces 3 aspects pour créer un être réintégré en parfaite communion avec l'univers. Bien sûr, il n'y aurait pas d'alchimie sans ce qu'on appelle le grand œuvre. Alors, le grand œuvre est décrit dans les textes alchimiques n'est pas seulement un processus chimique, mais un voyage symbolique à travers les étapes de la transformation personnelle. Le premier, c'est l'œuvre noire, Nigredo. C'est la phase de dissolution et de décomposition. Elle représente l'épreuve de l'ombre lorsque l'individu confronte ses failles, ses peurs et son ego. Spirituellement, c'est une mort symbolique nécessaire pour laisser place à la renaissance. Se poursuit alors l'œuvre blanche, Albedo. Cette phase symbolise la purification et la clarté. Une fois les illusions dissipées, l'individu découvre une nouvelle lumière intérieure, marquant un premier éveil spirituel. L'alchimiste apprend à se détacher des passions matérielles pour s'élever vers des idéaux plus purs. S'ensuit ensuite l'œuvre jaune, Citrinitas. Cette étape, bien que parfois, on va dire, omise dans les textes, elle incarne la sagesse et l'illumination. C'est le moment vraiment où l'individu commence à intégrer ses découvertes spirituelles dans sa vie quotidienne. Puis il y a l'œuvre rouge. Donc Rubedo, c'est la phase finale. Elle symbolise l'accomplissement, l'union de l'âme et de l'esprit et avec le divin. L'alchimiste atteint un état de plénitude et d'équilibre où il est à la fois créateur et créé. La pierre philosophale obtenue à ce stade est une métaphore de l'âme transformée et purifiée. Alors, un autre aspect fondamental de l'alchimie spirituelle, c'est vraiment l'idée d'unité entre l'homme et l'univers. Selon les alchimistes, l'être humain est un microcosme reflétant le macrocosme. Donc, ce principe est souvent résumé par une maxime « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Ça souligne vraiment l'interdépendance entre le monde intérieur qu'on a de soi et le monde extérieur. Donc, à partir de là, vous avez des notions fondamentales. Donc, l'anima mundi, l'âme du monde. Alors, les alchimistes, en fait, croyaient en l'existence d'une force universelle, appelée anima mundi, qui connecte, en fait, finalement, tous les êtres vivants. La transformation spirituelle de l'individu n'est pas un acte isolé, elle contribue à l'harmonie globale de l'ensemble du cosmos. Donc, il y a finalement une genre de quête de l'harmonie cosmique. Donc, l'objectif ultime de l'alchimiste est d'atteindre un état où l'âme humaine vibre en résonance avec l'univers, permettant ainsi une communion parfaite avec le divin. Alors, bien que la science moderne ait relégué l'alchimie effectivement au rang de pseudo-science, sa dimension spirituelle reste une source d'inspiration puissante pour de nombreuses traditions ésotériques et philosophiques. Donc, dans la psychologie, on a Carl Gustav Jung, le célèbre psychanalyste, qui a vu dans les symboles alchimiques une genre de métaphore du processus d'individualisation où l'individu intègre les différentes parties de son psychisme pour devenir un être complet. Dans le développement personnel, l'alchimie est souvent considérée comme une métaphore pour le chemin personnel où chaque épreuve devient une opportunité de transformation et d'épanouissement. Et puis, tout simplement, dans la spiritualité un peu contemporaine, de nombreuses pratiques modernes comme le yoga, la méditation ou les enseignements ésotériques reprennent les principes alchimiques de purification, d'éveil et d'harmonie. Alors, l'alchimie, en tant que chemin spirituel, nous rappelle que la véritable transformation commence en nous-mêmes. Elle nous invite bien sûr à plonger dans nos ombres, à purifier notre être et à découvrir cette étincelle
divine qui sommeille en chacun de nous. Et si finalement nous étions tous des alchimistes en quête de notre propre pierre philosophale? Alors l'alchimie, c'est également un langage mystique. Alors elle est imprégnée d'un langage symbolique qui est riche et complexe, où chaque élément, processus et outil porte une signification qui est cachée. Ce langage, qui est souvent ésotérique, sert en fait à transmettre des vérités spirituelles et philosophiques à travers l'utilisation notamment de métaphores. Donc pour comprendre la symbolique alchimique, c'est vraiment pénétrer dans un univers où la science, la spiritualité et l'art convergent pour révéler les mystères de l'existence. Alors tout simplement, les symboles primaires. On parlait tout à l'heure de la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc les alchimistes utilisaient les 4 éléments classiques comme un fondement de leur système symbolique. Alors la terre symbolise la stabilité et la matérialité. Donc la terre, c'est vraiment la base de toute transformation. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la phase de Nigredo, de l'œuvre noire. La matière est dissoute pour révéler son potentiel. Donc ça représente un peu le corps physique et les instincts. Ensuite, on a l'eau, c'est un symbole de purification, de fluidité et d'adaptabilité. Donc ça intervient dans une dissolution des formes pour permettre la renaissance. Donc sur le plan spirituel, ce sont les émotions et la purification intérieure. On a l'air qui représente vraiment le souffle vital, la subtilité. L'air, c'est un symbole aussi d'élévation et de communication entre les différents plans matériels et spirituels. Et c'est ce qu'on peut comparer sur le plan spirituel, ça serait l'intellect et la conscience. On a le feu qu'on a vu tout à l'heure, qui évoque la transformation et la passion. Le feu, agent purificateur par excellence, il symbolise finalement l'énergie qui est nécessaire pour atteindre l'illumination. La couleur qui est associée, c'est bien sûr le rouge. Et on fera un parallèle avec la volonté et l'esprit. Et puis, ce qu'on sait, c'est qu'à ces éléments, les alchimistes ajoutaient souvent un 5e, l'éther ou la quintessence, qui représente l'essence spirituelle qui unifie l'ensemble. Donc ça symbolise vraiment l'achèvement et l'union avec le cosmos. Il y a une riche iconographie au niveau des animaux. Par exemple, le corbeau, il est associé effectivement à la Nigredo, donc aux premières œuvres. Il symbolise la mort symbolique pour renaître. On a le cygne qui incarne la pureté, le phénix qui évoque la résurrection et l'accomplissement, le dragon qui est le gardien des secrets et qui est un obstacle à surmonter, mais qui représente quelque part l'ego à maîtriser pour progresser. Puis chaque outil, comme le fourneau, le creuset et la balance, ont bien sûr leur signification. C'est de là aussi qu'on peut trouver certains symboles comme le soleil et la lune. Donc le soleil représente le masculin actif, la lune le féminin réceptif. Donc c'est quelque part des symboles de polarité fondamentale de l'univers. Il y a l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, ça symbolise l'éternité, le cycle de la vie, la nature infinie. Et voilà, il y a toute une iconographie. Le vieil homme, donc on voit souvent des représentations d'un vieil homme portant une longue barbe blanche. Donc c'est vraiment pour l'alchimiste l'idée effectivement de la sagesse, de la sagesse ancestrale, de l'initiation, de la connaissance secrète. Donc c'est vraiment un archétype du maître alchimiste. On le représente toujours effectivement avec sa vieille barbe. Ça représente la transformation intérieure et la quête de son immortalité spirituelle. Donc la symbolique alchimique est bien plus qu'un simple langage. En fait, c'est un vrai code universel qui permet à l'initié de comprendre les mystères de l'existence. Elle révèle que le processus alchimique, qu'il soit matériel ou spirituel, c'est une vraie quête en tout cas de transformation et d'élévation. Plonger dans cette symbolique, c'est entreprendre un voyage intérieur, c'est arriver à décoder les choses et trouver une clé qui ouvre la porte vers la sagesse universelle. Pour réfléchir à cette sagesse universelle, je vous propose une petite pause musicale. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Nous sommes toujours sur Radio G. Vous êtes dans Un autre regard et nous parlons alchimie. Alors, la présence d'un alchimiste dans un lieu peut être identifiée par plusieurs indices visibles, qui étaient souvent dissimulés bien sûr ou camouflés pour préserver le secret et la confidentialité des travaux. Ces éléments peuvent être trouvés dans la décoration, l'architecture, les tableaux, les mosaïques, les plâtres des cheminées, etc. Donc, par exemple, des symboliques du serpent, du dragon, ça représente le processus de transmutation de la matière. Le soleil et la lune, le phénix, la résurrection spirituelle, le griffon,
Donc c'est une créature mythologique hybride, bien sûr, entre un lion et un aigle. Donc dans le contexte alchimique, le griffon peut être interprété comme un symbole de l'union des éléments opposés ou des forces opposées. C'est un petit peu le mariage des contraires, une thématique qui est récurrente dans les recherches alchimiques, notamment dans le grand œuvre. Des mots au sens caché, je pense à la mosaïque au sol lorsque vous pénétrez le château de Fougeray, vous pourriez découvrir le mot salvé. Donc ça trouve son origine dans le latin où il signifie salut ou santé. Alors dans le contexte de l'alchimie, il peut avoir plusieurs significations symboliques qui sont souvent liées à la guérison, la purification ou la transformation spirituelle. Et puis il y a également dans certains endroits ce qu'on appelle le rotas sator. Alors le rotas sator, qu'est-ce que c'est ? C'est un carré magique, un carré mystique qui est très ancien puisque ça remonte effectivement au début de l'alchimie. Donc, il est aussi connu sous le nom de Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Donc, c'est une inscription en latin. C'est une inscription en latin qui forme une phrase palindromique, c'est-à-dire effectivement, le Rotas Sator, c'est un carré magique de 5 sur 5 et chaque ligne peut être lue dans toutes les directions. Donc, c'est vraiment une caractéristique qui est propre à ces carrés magiques qui sont utilisés dans la magie et dans l'alchimie. Alors, ça peut être lu aussi bien horizontalement, verticalement qu'en diagonale. C'est vraiment un symbole de l'unité de l'harmonie cosmique où tous les éléments finalement sont interconnectés. Donc ce carré magique, il peut être retrouvé dans divers lieux historiques, alors, y compris dans des vestiges antiques et médiévaux, et sont souvent liés à la présence de rites occultes et de croyances mystiques sur le lieu. Alors je peux vous parler de plusieurs endroits où moi j'ai vu effectivement ce carré Rotas Sator, en Dordogne, dans la maison forte de Régnac. Il y a effectivement sur le bord de la fenêtre gravé un Rotas Sator. C'est la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers en Vienne. Donc, il a été gravé au pied d'une colonne. L'église Saint-Germain-des-Prés, le château de Montségur, parce que c'est là qu'on avait la grande loge d'alchimie, donc on a présence de nombreux symboles alchimiques là-bas. Le château du Haut-Königsbourg en France, le château de Falaise en Normandie, le château de Brissac pour nos amis angevins. Et puis la basilique Saint-Michel, donc sur le mont Saint-Michel, ce sont des endroits effectivement où ont été vus ces fameux signes alchimiques. Alors bien sûr, effectivement, l'alchimie avait un but qui paraît souvent mystique, ésotérique, très spirituel. Les alchimistes, en tout cas, on ne peut pas leur dénier ça. Ils ont vraiment jeté les bases de la chimie moderne avec la distillation, l'utilisation des acides, l'analyse des substances chimiques. Donc en conclusion, l'alchimie, c'est bien plus qu'une simple quête de transformation du métal en or. Elle incarne une recherche qui est profonde de compréhension de l'univers, de la nature et de l'âme humaine. À travers les siècles, les alchimistes ont exploré non seulement les processus chimiques et physiques, mais aussi des dimensions plus spirituelles et philosophiques de l'existence. Leurs travaux ont jeté les bases modernes de la découverte scientifique, tout en poursuivant des objectifs plus mystérieux et métaphysiques. L'alchimie, à la croisée des chemins finalement entre la science, la magie et la mystique, a nourri des traditions ésotériques et a influencé de grands courants philosophiques, tout en fascinant et en façonnant l'imaginaire collectif à travers des symboles, des rites et des mythes qui résonnent encore aujourd'hui. Le grand œuvre ou la quête ultime des alchimistes, en fait, est une métaphore puissante de l'aspiration humaine à la perfection, à la sagesse et à l'illumination. Alors, après avoir exploré les mystères et la profondeur de l'alchimie, sa quête de transformation intérieure et extérieure, et bien sûr ses liens à la spiritualité, nous allons maintenant nous tourner vers un autre aspect fascinant de l'invisible, les pouvoirs de l'esprit. Si l'alchimie cherche à transformer la matière, les pouvoirs de l'esprit visent à transcender les limites de la conscience humaine. Ces capacités, souvent décrites comme surnaturelles ou mystiques, touchent aux frontières de ce que nous croyons possible pour l'esprit humain. Dans cette deuxième partie de l'émission à venir, nous allons découvrir comment l'esprit peut influencer le corps et l'univers qui nous entoure, et comment certains individus, à travers des pratiques de méditation, de concentration ou de rituels, affirment avoir accès à des pouvoirs insoupçonnés. De la télépathie à la clairvoyance en passant par l'intuition et d'autres facultés peu comprises, le lien entre l'esprit humain et le monde invisible s'avère tout aussi mystérieux que l'alchimie elle-même. Cette exploration nous conduira à nous questionner sur la nature même de notre perception, de notre réalité et des limites de notre potentiel. Mais ça sera après une petite pause musicale. Je vous propose The Cure. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM
l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. De retour sur Radio G dans un autre regard. Tout à l'heure, nous parlions alchimie, cette quête de transformation intérieure et extérieure. Nous allons aborder maintenant les pouvoirs de l'esprit. Alors, les pouvoirs de l'esprit humain représentent l'une des facettes les plus mystérieuses et fascinantes des capacités humaines. Au fil des siècles, l'humanité a exploré, à travers diverses traditions, croyances et pratiques ésotériques, l'idée que l'esprit pourrait posséder des pouvoirs dépassant les limites ordinaires de notre corps physique. Ces capacités, souvent qualifiées de surnaturelles ou paranormales, transcendent la simple perception sensorielle et suggèrent que l'esprit humain pourrait interagir avec l'univers d'une manière bien plus complexe que ce qu'on imagine maintenant. L'un des aspects les plus étudiés et documentés des pouvoirs de l'esprit, c'est ce qu'on appelle les perceptions extrasensorielles, PES, qui regroupent une série finalement de phénomènes où l'esprit semble percevoir des informations au-delà des 5 sens traditionnels. Alors, parmi les différentes formes de perception extrasensorielle, on retrouve la clairvoyance, la capacité qui permet de percevoir des événements, des objets ou des informations à distance, dans le passé, le présent ou le futur. Donc, ce qu'on appelle parfois les voyants, qui ont la capacité de capter des images mentales, des visions ou des intuitions qui vont, on va dire, au-delà de la perception physique classique. On a également la télépathie. Il s'agit de la communication directe entre deux esprits sans passer par des moyens physiques, comme la parole ou les gestes ou l'écriture. Donc, la transmission de pensées, des émotions ou des idées se fait à travers une connexion mentale qui semble défier les lois de la physique. Alors, il existe plusieurs formes de télépathie. La télépathie verbale, qu'on transmet des mots ou des phrases d'une personne à une autre. La télépathie émotionnelle, là où on transmet des émotions ou des sentiments d'une personne à une autre. Et la télépathie visuelle qui envoie carrément la capacité de projeter ou de recevoir des images ou des visions mentales. Autre PES, donc capacité extrasensorielle, nous avons la précognition, c'est la capacité de percevoir des événements futurs avant qu'ils ne se produisent. Alors, c'est parfois associé à des visions prophétiques ou à des rêves prémonitoires. Alors, bien que de nombreux témoignages aient rapporté des expériences de précognition, la communauté scientifique reste sceptique et il existe des débats sur le fait que ces événements peuvent être expliqués par des coïncidences ou des biais cognitifs. Autre capacité extrasensorielle, la psychométrie. Je vous en ai parlé dans une émission antérieure. Donc, la psychométrie, c'est la capacité de percevoir des informations sur un objet, une personne, en entrant en contact physique avec l'objet ou le lieu. Donc, un psychométricien pourrait tenir un objet et sentir des informations sur l'histoire de cet objet ou de la personne à qui il a appartenu, par exemple. Alors, bien qu'il y ait beaucoup de témoignages sur la psychométrie qui existent, il reste quand même une capacité qui est difficile à prouver scientifiquement. Alors, on en a vu tout à l'heure les capacités extrasensorielles. Là, on va aller sur les capacités d'influence de l'esprit sur la matière. Donc là, on a tout ce qui est psychokinèse et télékinèse. Donc la psychokinèse ou télékinésie, c'est le pouvoir, selon les croyances, de déplacer ou de manipuler des objets physiques uniquement par la pensée, sans interaction physique. Alors, ce phénomène est souvent rapporté dans des récits de médiums ou des personnes qui ont développé des capacités un peu exceptionnelles. Alors, la science moderne n'a pas encore validé effectivement la réalité du phénomène. En tout cas, ce pouvoir soulève des interrogations sur l'interaction possible entre l'esprit et la matière, entre la possibilité de modifier la réalité physique par des moyens qui sont exclusivement mentaux. Elle soulève des questions sur la manière dont la pensée pourrait influencer la matière, au niveau quantique ou énergétique, ce qui en fait un des pouvoirs psy les plus fascinants et les plus controversés. Des expériences ont été menées pour tenter de démontrer que l'esprit humain pouvait influer sur des objets physiques, mais jusqu'aujourd'hui, il ne reste aucune preuve scientifique concluante. Alors, Uri Geller est un célèbre illusionniste, médium et pratiquant de psychokinèse, il est israélien. Il est connu pour ses démonstrations de pouvoirs psychiques, notamment la capacité à tordre des cuillères et d'effectuer des actes de télékinésie. Alors, l'un de ses numéros les plus célèbres est la capacité, comme je disais tout à l'heure, à tordre les cuillères, mais aussi d'autres objets métalliques à l'aide de son esprit. Lors de ces spectacles, il s'assoit généralement devant un public et après avoir concentré son attention, prétend tordre des objets en métal. L'effet, bien sûr, est spectaculaire
Et Geller a utilisé des cuillères, des clés et d'autres ustensiles pour démontrer ce qu'il appelait la psychokinèse. Il y a aussi ce qu'on appelle la pyrokinésie. C'est une influence sur le feu. Donc la pyrokinésie, c'est un phénomène psychique qui prétend que certaines personnes ont la capacité de contrôler ou de manipuler le feu, ou même de générer de la chaleur ou des flammes par la seule force de leur pensée. Le terme provient bien sûr de pyro, en grec voulant dire feu, et de kinésis qui veut dire mouvement. Donc les racines de ce phénomène remontent à des croyances très anciennes. Dans de nombreuses traditions mystiques et ésotériques, le feu, c'est un élément puissant et très symbolique, souvent lié à la purification, à la transformation, comme on a vu tout à l'heure avec l'alchimie. La pyrokinésie est largement explorée dans des fictions où des personnages qui sont dotés d'un tel pouvoir sont capables de déclencher des incendies ou de manipuler les flammes. Donc on a le célèbre roman Firestarter de Stephen King et des films comme les X-Men avec le personnage de Pyro qui ont contribué vraiment à ancrer l'idée de la pyrokinésie dans la conscience collective. Alors dans l'univers des comics, le personnage capable de manipuler le feu sont souvent des figures puissantes et la pyrokinésie est associée à des conflits épiques où le contrôle de cet élément représente un défi majeur. Ces récits explorent non seulement le pouvoir de la pyrokinésie, mais aussi les dangers et les responsabilités associées à une telle capacité. Là encore, il n'existe aucune preuve scientifique concluante de la réalité de la pyrokinésie, et le phénomène est largement rejeté par la communauté scientifique. Cependant, plusieurs témoignages et expériences anecdotiques font état de personnes affirmant avoir eu ces capacités. Parmi les témoignages les plus célèbres, certains affirment avoir observé des flammes apparaître spontanément sur des objets ou des personnes sans source de feux extérieurs. D'autres affirment que la pyrokinésie est plus subtile et se manifeste par une capacité à modifier la température ambiante ou à provoquer des états de chaleur en se concentrant mentalement. Autre capacité qui est pour moi complètement fascinante, c'est ce qu'on appelle le remote viewing, ce qu'on appelle la vision à distance. Donc remote viewing, c'est un phénomène prétendant que certaines personnes peuvent percevoir ou décrire des événements, des objets ou des lieux éloignés sans avoir d'informations préalables et sans utiliser leur sens physique et à distance. Alors, il s'agit souvent lié aux capacités psychiques et au cœur de nombreuses études dans le domaine de la parapsychologie ainsi que dans des programmes de recherche militaire. Donc là, on part sur quelque chose, effectivement, on va dire, on est au-delà des histoires folkloriques. Donc, le concept de la vision à distance, il remonte à des siècles, mais le terme remote viewing, le terme moderne, il est apparu dans les années 70 aux États-Unis lorsqu'il est utilisé dans des expériences militaires qui sont menées par la CIA et d'autres agences de renseignement dans le cadre de projets secrets. L'un des projets les plus connus, c'est le projet Stargate, un programme qui a débuté en 1972 et qui vise à explorer les applications de la vision à distance dans des situations de collecte de renseignements, d'espionnage. Donc les militaires cherchaient à exploiter cette capacité afin de localiser des cibles ennemies, de recueillir des informations sur des installations militaires secrètes ou même d'espionner des événements sans se rendre physiquement sur place. L'une des figures les plus célèbres associées à ces recherches, c'est Ingo Swann, c'est un psychique américain qui est souvent considéré comme l'un des pionniers dans le domaine de la vision à distance. Et lui, il a travaillé avec des chercheurs et les agences gouvernementales. Donc, comment ça se passe ? Donc, cette vision à distance implique généralement plusieurs étapes. Il y a une première étape de ciblage. Donc, on commence par l'attribution d'une cible. Celle-ci peut être un lieu géographique, un événement passé ou futur ou un objet spécifique. Les cibles sont souvent assignées à l'avance et les informations sur la cible est tenue secrète pour éviter toute forme de suggestion. Le viewer, celui qui pratique du coup la vision à distance, est généralement placé dans un état de concentration profonde, parfois aidé par des techniques de relaxation ou de méditation, et il ou elle tente alors de percevoir la cible par des impressions mentales, visuelles, auditives ou même émotionnelles. Le praticien de la vision à distance est chargé de décrire ce qu'il perçoit. Cela peut inclure des éléments tels que des couleurs, des formes, des structures ou même des événements spécifiques ou des paroles. Tout cela est noté de manière détaillée et puis après on pratique l'analyse. Donc les descriptions sont ensuite analysées et comparées avec les données réelles sur la cible. L'objectif est donc de déterminer dans quelle mesure les informations recueillies par la vision à distance correspondent aux faits observés dans la réalité. Le programme Stargate, qui a été mis en place donc à années 72, ils ont mis fin au programme en 1995. On sait ensuite que ces informations étaient largement déclassifiées, donc il y a de nombreux détails qui restent quand même flous et controversés malgré la déclassification des données. Alors, une personne qu'on connaît, c'est Joe McMoneagle, c'est une des figures de proue du programme Stargate.
Lui, il a affirmé dans plusieurs de ses livres et interviews qu'il avait été utilisé la vision à distance pour obtenir des informations pour des cibles de la CIA et de d'autres agences du renseignement. Alors, selon lui, il a participé à des missions de recherche sur des cibles ennemies, de localisation d'installations secrètes et d'observation d'événements à distance. Donc McMoneagle a remporté plusieurs distinctions pour ses capacités et a été reconnu comme l'un des meilleurs. Donc il a écrit un livre qui s'appelle Les guerriers psychiques à l'intérieur du programme Stargate de la CIA. Donc c'est un mélange de témoignages personnels, d'explications sur la façon dont fonctionne la vision à distance et des récits de missions spécifiques dans lesquelles il aurait été impliqué. Il raconte comment les séances étaient menées, les protocoles à utiliser pour éviter le biais et les erreurs et puis les limites aussi des capacités de vision à distance. Alors j'ai envie de dire que ça reste un peu plus crédible. Est-ce que la CIA et les États-Unis auraient financé pendant plus de 30 ans quelque chose qui n'est complètement fou et qui ne marche pas? Grande question. Autre sens psychique, c'est l'intuition. C'est ce qu'on appelle la sagesse cachée. L'intuition, c'est un savoir immédiat et non rationnel. C'est un autre des pouvoirs qui sont associés à l'esprit. Ça se manifeste sous forme de sentiments forts ou d'impressions qui orientent nos décisions ou nous avertissent, par exemple, d'un danger à venir. Alors, beaucoup considèrent que l'intuition, comme une forme de savoir, vient directement de l'inconscient ou d'une connexion subtile avec des dimensions plus profondes. L'intuition peut être vue comme une forme de sagesse cachée quelque part, où chaque individu peut développer pour mieux comprendre les vérités profondes. Autre pouvoir, il y a tout ce qui est guérison de l'esprit. Donc la guérison psychique ou guérison spirituelle, ça implique l'utilisation des énergies ou des capacités de l'esprit pour guérir des maladies qui sont physiques ou mentales. Les guérisseurs spirituels sont censés être capables de canaliser les énergies curatives et de rééquilibrer les énergies dans le corps, par exemple. Qu'il s'agisse de capacités extrasensorielles, de manipulation mentale de la matière, d'intuition profonde ou de pouvoir psychique pur, l'esprit humain semble quand même capable de réaliser des choses bien au-delà de ce que la science moderne peut expliquer. Ces phénomènes sont souvent relégués à des domaines mystérieux et surnaturels, mais relèvent une dimension de l'être humain qui reste largement incomprise, mais qui continue en tout cas de nous captiver. Dans cette quête de compréhension, l'esprit, loin d'être un simple réceptacle passif, apparaît comme un outil puissant capable d'influencer le monde physique et spirituel de manière bien plus subtile et bien plus profonde qu'on pourrait l'imaginer. Après avoir exploré les phénomènes fascinants des pouvoirs psy, leur impact sur la perception de l'esprit humain, nous allons désormais nous tourner vers un autre sujet tout aussi mystérieux. Les cryptides, ces créatures énigmatiques, souvent liées à des légendes anciennes et des observations inexpliquées, défient les lois de la biologie. Parmi les plus célèbres, nous retrouvons les cryptides simiesques, descendants des grands singes tels que Bigfoot, le Yeti, l'Almasty ou le Mecmec. Ces créatures à mi-chemin entre le mythe et la réalité nous invitent à repenser nos conceptions du monde naturel et des possibles créatures encore inconnues. Nous allons en tout cas ensemble plonger dans l'univers fascinant des cryptides simiesques. Nous allons découvrir dans cette troisième partie pour tenter de comprendre ce qui se cache finalement derrière. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors, les cryptides sont des créatures mythologiques ou semi-réelles qui appartiennent finalement à la famille des primates. Ces créatures sont souvent comparées à des gorilles, des orang-outans et possèdent des caractéristiques uniques et parfois associées à des légendes très anciennes, des observations étranges et des récits fascinants provenant du monde entier. Alors, le plus connu reste le Bigfoot ou Sasquatch. Donc lui, c'est le géant des forêts nord-américaines. Donc il est probablement le cryptide qui est le plus célèbre. Donc, il est présent déjà dans les légendes amérindiennes très anciennes. Il est décrit comme une créature humanoïde gigantesque, couverte de poils, mesurant entre 2,50 m et 3 mètres de hauteur. Donc, les racines de la légende du Bigfoot remontent à des siècles avec des témoignages de tribus amérindiennes d'un être mystérieux vivant dans les forêts profondes et impénétrables du Canada et du nord-ouest américain. On parle du Sasquatch comme étant un esprit protecteur de la nature. Mais il est aussi décrit comme une créature sauvage, parfois dangereuse. Les premières observations modernes remontent au XIXe siècle,
Mais c'est au début des années 50 que les rapports de rencontres et de recherches se sont intensifiés. Les témoignages d'observation de Bigfoot sont nombreux, principalement dans les forêts de la côte ouest des États-Unis, notamment en Colombie-Britannique, au Canada, dans l'État de Washington ou dans l'État de l'Oregon. Ces récits sont souvent accompagnés de photos floues, des vidéos et de traces de pas qui, bien que spectaculaires, sont souvent controversés ou attribués à des canulars. C'est le souci. Donc, le cas le plus célèbre reste le fameux film Patterson-Gimlin. C'est un film de 1967 qui montre une genre de créature géante se déplaçant dans une forêt en Californie. Alors, bien qu'il n'a jamais été prouvé qu'il s'agissait d'un vrai Bigfoot, ce film reste un point de référence dans la cryptozoologie. Ça a vraiment marqué un tournant. Alors, parmi les théories les plus avancées pour expliquer les observations du Bigfoot, certains suggèrent qu'il pourrait bien sûr s'agir d'un gigantopithèque. Donc, c'est un grand singe préhistorique qui aurait survécu jusqu'à aujourd'hui. Parce que dans toutes ces zones-là, les forêts sont vraiment très épaisses. Il y a peu d'habitations. D'autres affirment que le Bigfoot est une espèce inconnue de primates, tandis que certains avancent l'hypothèse selon laquelle il pourrait être une forme d'hybridation finalement entre l'homme et des animaux. Autre grand singe, le Yéti, l'homme des neiges de l'Himalaya. Alors, il est aussi appelé l'abominable homme des neiges. C'est un cryptide finalement qui est similaire au Bigfoot, mais qui vit dans des régions montagneuses de l'Himalaya, en Asie centrale. On parle de lui notamment au Tibet, au Népal ou en Inde. Alors, bien que, bien sûr, les descriptions varient, le Yéti est généralement décrit comme un primate bipède avec une fourrure bien épaisse qui lui permet de résister au froid intense des montagnes. Alors, le Yéti fait vraiment partie intégrante du folklore tibétain et népalais, où il est souvent perçu comme un genre de créature mystique ou spirituelle. Il est parfois en tant qu'esprit protecteur des montagnes sacrées, et les premières mentions occidentales du Yéti remontent au XIXe siècle, mais c'est dans les années 1920, lors des premières expéditions britanniques dans l'Himalaya, que les premières observations modernes ont été rapportées. Donc, il y a beaucoup de photographies qui circulent, bien que de nombreux sceptiques les considèrent comme des canulars ou des erreurs d'identification d'empreintes d'ours, par exemple. Alors, les partisans de l'existence du Yéti avancent plusieurs hypothèses. On a toujours l'hypothèse du gigantopithèque, qui aurait évolué pour vivre dans des conditions extrêmes. Certains chercheurs pensent que le Yéti pourrait être en réalité un ours de l'Himalaya, dont les comportements, les empreintes auraient été mal interprétés. Alors, autre cousin du Yéti, il y a l'Almasty, le singe des montagnes du Caucase. Donc lui, c'est un cryptide qui est peu connu en dehors de la région du Caucase, qui s'étend finalement entre tout ce qui est Russie, Géorgie, Arménie. Comme le Bigfoot et le Yéti, il est décrit comme un grand singe bipède. Alors, il est décrit souvent étant plus petit, aux alentours de 2 mètres, et recouvert d'un poil noir ou brun. Les premières mentions de cet Almasty remontent au XIXe siècle, lui aussi, par des récits d'habitants locaux qui ont affirmé avoir vu cette créature dans la montagne. Et certaines expéditions russes et géorgiennes ont mené des recherches sur le terrain, mais sans grand résultat. Mais il y a de nombreuses quand même traces de pas géantes et des observations par des témoins oculaires qui contribuent à nourrir le mystère. Alors, l'Almasty est parfois considéré comme un autre type finalement de Bigfoot, une espèce qui se cacherait dans les montagnes. D'autres théories suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un descendant des singes préhistoriques, comme l'Homo habilis, et certains pensent aussi que l'Almasty est un ours ou un primate inconnu qui a évolué dans des conditions géographiques différentes. Et je vous ai parlé tout à l'heure du mekmek, le singe mystérieux de Mongolie. Donc lui, c'est un cryptide qui est moins connu aussi. Il est évoqué dans les traditions mongoles. Il est décrit comme un primate ressemblant à un petit gorille avec des poils longs et des traits grossiers. Il a été observé très rarement et c'est souvent lié à des légendes locales comme des créatures sauvages vivant dans la forêt. Dans la légende mongole, le mekmek, c'est une créature qui est farouche, qui est parfois perçue comme un protecteur des forêts et un esprit des montagnes. Donc ces apparitions seraient rares et souvent considérées comme des signes de mauvais présages. En dépit des témoignages sporadiques, il existe peu de preuves matérielles ou photographiques pour étayer l'existence de ce fameux mekmek. Donc il y en a effectivement toute une palanquée. On a Skunk Ape des marais de Floride. On a encore le Orang Pendek, qui serait le petit homme sauvage de Sumatra. Le Yeren, un homme singe de Chine. Le Barmanou, un genre de Yéti du Pakistan. Le Mokele Membe, donc lui effectivement qui serait un genre de monstre des rivières du Congo. Ce qu'on peut noter déjà, c'est que ces créatures partagent des caractéristiques qui sont quand même communes. Donc une grande taille, une forme humanoïde ou simiesque, la capacité de marcher sur 2 pattes,
mais leur description et les lieux surtout d'observation quand même varient beaucoup. Alors bien sûr, ces différences peuvent indiquer que ce soit des créatures qui soient distinctes ou d'une variation d'une même espèce en fonction des conditions environnementales. C'est sûr qu'il ne fait pas la même météo sur les flancs de l'Himalaya que dans une forêt de Sumatra. Donc là, plusieurs théories effectivement s'affrontent. Est-ce qu'il s'agit d'une seule créature ou une famille de créatures similaires, ou est-ce qu'il s'agit de créatures différentes? Là, le débat reste effectivement totalement ouvert. Pour ce qui est des preuves, on a souvent trouvé des preuves qu'on trouve parfois effectivement sont des empreintes, des poils, des excréments. Il y a des excréments de créatures inconnues qui ont été trouvés dans des régions où ces cryptides sont supposés résider. Les poils ont souvent été collectés et analysés. Les tests de ces poils ont donné des résultats qui sont contradictoires. Certains se sont avérés être des animaux comme des chiens ou des ours, mais d'autres n'ont pas pu être identifiés. On a également les empreintes de pieds, donc on trouve au niveau des sons et des bruits, de nombreux témoins affirment avoir entendu des bruits étranges dans la forêt. Alors, ces sons comprennent des grognements, des hurlements, des gémissements, des bruits de pas lourds. Donc, c'est vrai que c'est difficile un petit peu de savoir à quel animal attribuer effectivement de tels bruits. Première théorie, comme je vous disais, ces créatures existent, ils ont été dissimulés et ont complètement échappé à la rencontre avec les humains. Deuxième possibilité, ce sont des créatures qui sont interdimensionnelles, qui seraient venues d'un autre monde. Troisième théorie, on peut croiser sur Internet, certains croient que ces créatures existent réellement, mais que leur existence est finalement délibérément dissimulée par des gouvernements et des scientifiques. L'autre possibilité, c'est que ce sont des canulars, effectivement, qu'une partie ou la totalité des faits soient des canulars. Alors, les théories expliquant l'existence des cryptides simiesques vont du strict point de vue scientifique à des explications plus ésotériques. Alors, tandis que certains chercheurs témoins croient que ces créatures sont des primates inconnus ou des vestiges d'espèces disparues, d'autres voient dans ces récits finalement des métaphores culturelles, des projections de l'inconscient collectif ou des manifestations d'entités interdimensionnelles. Quelle que soit la vérité, l'existence de créatures comme Bigfoot Yeti continue de fasciner et d'alimenter les débats, puisque les passionnés de cryptozoologie, les chercheurs et les sceptiques continuent de s'interroger. Les grands singes, tels que l'Almasty, Mekmek ou Bigfoot, continuent de captiver l'imagination et de nourrir les débats entre les chercheurs, les passionnés et les sceptiques. Alors, bien que les preuves matérielles restent largement insuffisantes, confirmer l'existence de ces créatures, les témoignages et les observations inhabituelles persistent. Elles alimentent le mystère et la fascination autour de ces géants de la forêt et de la montagne. La recherche continue, dans l'espoir en tout cas de découvrir si ces créatures mythiques sont des témoins d'une époque révolue ou si elles existent encore, cachées, dans les recoins les plus inaccessibles de notre planète. Voilà, chers auditeurs, nous avons exploré ensemble des sujets fascinants et mystérieux, l'alchimie, les pouvoirs de l'esprit et les cryptides simiesques. Nous avons vu comment l'alchimie, à travers ses travaux et ses pratiques, s'élève bien au-delà de la simple transformation des métaux. Quant au pouvoir psy, nous avons évoqué des capacités humaines étonnantes parfois. Et enfin, nous avons plongé dans l'univers des cryptides entre le Bigfoot, le Yeti, l'Almasty et tous ces grands singes. Des créatures légendaires, mi-hommes, mi-bêtes, qui continuent d'alimenter les récits et les hypothèses sur leur existence les plus profondes. Dans la prochaine émission du 11 février, ce sera 21h, nous parlerons des portes du temps, donc voyageurs temporels et anomalies chronologiques, explorer les histoires et les théories autour des voyageurs temporels et des anomalies chronologiques. Certains témoins affirment avoir vécu des événements qui défient la logique temporelle, comme des rencontres avec des personnes du futur ou des scènes historiques revisitées. Nous parlerons des possédés de Loudun. Donc, cette petite ville qui, en 1634, a été secouée par un groupe de religieuses qui se retrouvent possédées. Et enfin, nous parlerons des animaux guides. Chat noir, corbeau, chouette, papillon, chien des enfers, nous explorerons les animaux qui sont associés à des phénomènes paranormaux, soit comme des guides spirituels, soit comme des messagers du surnaturel. Merci en tout cas de nous avoir rejoints sur Radio G dans cette aventure au cœur des mystères de l'âme et de l'univers.
À bientôt pour de nouvelles explorations, avec un autre regard évidemment. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.